Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Studio Lacan s'intéresse à une question très actuelle, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Nous recevons à ce titre Johann Chapoutot, historien contemporain que nous avions déjà reçu sur ce plateau et qui a publié en 2025 Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. L'écho de la culture accueillera Luc Garcia pour nous parler de La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze, paru en 2017, tandis que dans son actualité de la psychanalyse, Lilia Majoub nous aidera à décrypter le syntagme de Lacan, sentiment antisémite issu du séminaire 10. A tout de suite. Johann Chapoutot, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de votre dernier livre qui fait date, qui s'appelle Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous êtes un spécialiste de la période nazie, de l'Allemagne contemporaine et notamment de la période nazie. Alors, ce livre qui se lit presque comme un roman, vous avez une thèse forte. Non seulement que vous montrez, mais en plus de ça, grâce à laquelle vous prouvez une thèse aussi effarante que forte. Hitler est arrivé au pouvoir parce que les partis de droite et du centre droit, aidés de ce qu'on appelle une métaphore habituelle, les milieux d'affaires, eh bien, se sont alliés avec lui. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'ils se sont alliés avec lui, que vous les appelez les irresponsables. Voilà, que vous pourriez nous présenter cette thèse avec un peu plus de détails. Alors, il me tenait à cœur de revenir sur l'étiologie habituelle de l'arrivée des nazis au pouvoir, celle que l'on entend un petit peu partout, en réalité sur les plateaux de télévision, qui consiste à dire que les nazis sont arrivés par une sorte de poussée mécanique du suffrage universel, de la victoire électorale, etc. C'est faux, puisque les nazis qui ont atteint un maximum, qui n'ont jamais dépassé, de 37,3% des voix en juillet 1932, sont en recul en novembre 1932, après une dissolution, perdent 4 points, 2 millions de voix et plusieurs dizaines de députés, et par ailleurs perdent des scrutins locaux de manière continuelle. Ce qui veut dire qu'ils ont été mis au pouvoir précisément à un moment où ils sont en recul. Donc il n'y a aucune logique socio-électorale à cela. Et je me disais que finalement, en étant invité sur votre plateau, qu'on pouvait peut-être traduire ça en convoquant un autre type d'étiologie qui est liée à celle du suffrage universel, de la démocratie, de fascistes ou de nazis qui gagnent irrésistiblement, ce qui n'est pas le cas. Puisqu'on parle souvent également, dans un vocabulaire qui vous est familier, de désir fasciste ou de pulsion antisémite ou d'amour de la violence qui aurait porté donc les fascistes puis les nazis au pouvoir. Et là encore, ça n'a absolument pas corroboré par les sources et donc ce n'est pas étayable factuellement, dans la mesure où tous les indicateurs que l'on a, jusqu'à très tard, dans l'année 1933, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir des nazis, montrent que les Allemands ne voulaient pas de ça.
Les résultats électoraux le montrent aux élections nationales. Ils le montrent également aux élections professionnelles, puisqu'en avril 1933, vous avez des scrutins professionnels dans toutes les entreprises du Reich qui se soldent par une défaite monumentale pour le syndicat nazi. Et on a également des moments nazis comme le boycott du 1er avril 1933 qui vise les commerçants, les médecins et les avocats juifs, qui est un échec total, qui est d'ailleurs très mal vécu par les nazis et qui les amène à reculer. Autrement dit, toutes les explications que l'on convoque d'habitude en termes précisément de nécessité, qu'elles soient sociales, pulsionnelles, ces explications ne tiennent pas, ne sont pas corroborées par les faits. Et donc, on est obligé de faire une enquête historienne en réalité et de voir que ce plafond de verre sur lequel bute toujours l'extrême droite, partout, dans tous les pays et sur tous les continents, et qui se situe en gros entre 30 et 40%, les nazis c'était 37, ils ne sont pas allés au-delà, eh bien ce plafond de verre, il est percé, il est crevé par une décision froide, rationnelle, cynique, de la part, alors, de ce que on appelle parfois les élites, mais que je préfère appeler des élites patrimoniales, l'adjectif qualificatif montrant bien qu'on a affaire à des élites de l'héritage, de la force d'inertie sociale. Ils sont là parce qu'ils ont hérité, et voilà, et non pas par mérite, si vous voulez, ou par excellence, ou par travail. Eh bien, une décision de ces milieux-là, froide, rationnelle et sordide, cynique, qui consiste à s'allier à l'extrême droite pour se maintenir au pouvoir et protéger toute une série d'avantages et de privilèges sociaux, fiscaux, patrimoniaux, parfaitement identifiables et que je détaille dans l'ouvrage que vous avez cité. C'est-à-dire que effectivement, on peut avoir l'idée que Hitler a été élu à la suite de la crise de 1929, comme ça, par des ouvriers pauvres et fâchés. Bon, vous vous dites pas du tout. Pas du tout. Finalement, c'est ce que vous appelez un libéralisme autoritaire, notamment sous la forme du cabinet des barons de von Papen, qui en fait a des intérêts économiques à se maintenir au pouvoir, des intérêts politiques et stratégiques également, et qui finalement fait une espèce d'union des droites, si je comprends bien, avec Hitler, en espérant pouvoir le manipuler, enfin en tirer profit de leur côté. Oui, ce que vous disiez dans un premier temps, c'est ce que l'on entend effectivement un petit peu partout. Tous les éditorialistes feignants et repus de dîner en ville vont vous raconter que les nazis ont gagné électoralement, que Hitler a été élu. Alors Hitler n'a jamais été élu à aucun mandat. Le poste de chancelier, par ailleurs, est issu d'une nomination et non pas d'une élection, mais bon, aucun mandat. Les nazis n'ont jamais eu non plus la majorité absolue, sauf dans quelques Länder, mais jamais au niveau du Reich. C'est, par ailleurs, cette explication socio-électorale, elle est corrélée, vous l'avez rappelé, à une explication socio-économique, qui consiste à dire que la crise économique réelle et alors violente qui touche l'Allemagne suscite du ressentiment social et politique et donc la montée inexorable d'une marée brune. Alors, toujours ces métaphores à la fois océanographiques, hydrographiques, géologiques, la poussée, la marée, comme si encore une fois on avait affaire à une nécessité naturelle et non pas à un phénomène historique, c'est-à-dire quelque chose qui échappe radicalement par définition à la nécessité. Eh bien, on se rend compte que, c'est là pour le coup, je m'appuie sur des travaux très nombreux, qui ont fait l'objet d'ailleurs de méta-analyses, qui montrent qu'il y a une corrélation négative entre le fait d'être ouvrier et le fait également, ou le fait d'être chômeur, et le fait de voter nazi. C'est-à-dire que plus vous êtes ouvrier, ou plus vous êtes chômeur, ou plus les deux, et moins vous votez nazi. Autrement dit, il y a d'autres ressorts qui amènent au vote nazi, vote qui, encore une fois, n'a jamais été majoritaire, des corrélations beaucoup plus probantes en termes de milieu social, de région, de religion, de profession, et certainement pas de conditions prolétariennes. Là encore, c'est un discours assez frelaté et méphitique, je trouve, qui hante des plateaux dont la coloration sociologique
qui est assez uniforme, généralement, et qui vise à accréditer l'hypothèse selon laquelle c'est le bas peuple, la populace, les sortes de gilets jaunes de l'époque, gilets bruns si vous voulez, qui auraient porté Hitler au pouvoir. Or, encore une fois, ce n'est pas le cas, puisque ce n'est pas ce segment socio-électoral qui vote nazi. Et par ailleurs, les nazis n'ont jamais gagné l'élection. Donc oui, il y a eu un calcul de la part de la droite au pouvoir, libéral autoritaire. Je reprends un syntagme qui a été forgé à l'automne 1932 par un juriste allemand qui s'appelle Hermann Heller, qui était un peu un contradicteur de Carl Schmitt, et qui, pour qualifier ce mélange de politique de l'offre pro-patronale, pro-business, dirait-on aujourd'hui, et de faibles convictions démocratiques, c'était le cas du gouvernement von Papen, c'est-à-dire précisément celui qui a mis Hitler au pouvoir, ce libéralisme autoritaire choisit comme ennemi principal la gauche, quelle qu'elle soit, communiste, ça va de soi, mais aussi syndicaliste, socialiste, et ça va même jusqu'au syndicat chrétien. Et pour éviter le danger de la gauche, tout est préférable, y compris l'alliance de ce libéralisme autoritaire que l'on peut qualifier d'extrême centriste. Je reprends la catégorie forgée par Pierre Cernat, l'alliance donc de l'extrême centre avec l'extrême droite, et c'est précisément ce gouvernement d'union des droites qui a été formé le 30 janvier 1933. Donc, ce qui mène au pire, à vous lire, je trouve on est frappé par ça, enfin vous l'avez été, dans le fond, le culte de la plus-value, le culte du bénéfice, le culte de la plus-value mène littéralement au pire. Ce qui est irresponsable, c'est l'argent pour l'argent. C'est faire de l'argent le signifiant maître absolu. Ça a été, pour certains, ça a été leur seul guide. Oui, alors, vous avez raison, et parmi les soutiens élitaires du parti nazi, vous avez effectivement tout un groupe patronal qui a fait l'objet d'un travail au corps, depuis 1930, de rencontres, de dîners, petits déjeuners, rencontres discrètes ou secrètes entre Hitler et eux, au bon soin d'ailleurs de médiateurs qui étaient généralement des journalistes de la presse économique qui se mettaient au service du parti nazi, et qui mettaient au service d'Hitler leur carnet d'adresses et leur réseau. Le docteur Schardt également, qui était le grand argentier, l'ancien président de la Reichsbank, le génie de la finance et de la monnaie, qui avait sauvé la monnaie allemande en 23-24 et qui avait pris fait et cause pour les nazis. Donc effectivement, pour ces gens-là, c'est la plus-value. Le dernier milieu patronal à être un petit peu hésitant, si vous voulez, c'est le milieu de l'industrie fortement exportatrice, de la mécanique, du charbon et de l'acier, la Ruhr et la Silésie. Et ils sont inquiets des velléités autarciques des nazis, parce que eux, ils vivent d'une économie ouverte. Donc c'est les derniers à basculer à l'automne 1932, essentiellement. Par contre, bien auparavant, dès 1930, ceux qui basculent, ce sont les PMI-PME, par poujadisme, pour être un peu anachronique, par haine de la gauche, évidemment, par peur du déclassement. Ce sont les milieux des grands agrariens, donc le Reichslandbund, l'association des grands propriétaires du Reich, l'équivalent de la FNSEA, eux ont basculé dans le nazisme très tôt. Et encore une fois, les derniers à accéder à l'hypothèse nazie, c'est la grande banque, la haute finance et le grand patronat de l'industrie exportatrice à l'automne 1932. Vous ne le dites pas comme ça, mais à vous lire, on a vraiment l'idée, vous seriez d'accord qu'on dise ça, qu'à vous lire, il y a vraiment une leçon qui se dégage, c'est que l'argent pour l'argent, ça mène au pire. Il y a quelque chose, c'est l'incarnation même de la pulsion de mort, parce qu'ils ont voté Hitler pour ça, et finalement, Hitler, la plus-value, il en a fait un gentil, enfin un incendie général. Alors, sachant que les promesses que Hitler a faites au patronat et à la banque, et au milieu de l'assurance aussi, parce qu'il y a l'assurance qui a joué un grand rôle, le PDG d'Allianz,
entreprise qui existe toujours, comme vous le savez, est un nazi de la première heure, dès le début des années 30, et d'ailleurs il sera ministre de l'économie du Reich à l'été 1933, Kurt Schmidt. Les promesses qui ont été faites à l'assurance, à la banque et à l'industrie ont été tenues. Le pacte entre Hitler et eux reposait sur plusieurs éléments. Le premier, c'était que la gauche et les syndicats seraient éradiqués d'Allemagne. C'est le cas en quelques semaines, en réalité, entre mars et juillet 1933. Donc plus de gauche, plus de syndicats. Ensuite, la deuxième promesse, c'est que la démocratie sociale instaurée par la République de Weimar dès le 15 novembre 1918, comité d'entreprise, représentativité syndicale, tout ça serait aboli et que le patron serait à nouveau le maître dans sa maison. Et c'était une forme de revanche, enfin c'était la revanche contre la révolution de 18-19. Et la troisième promesse, qui a été elle aussi tenue, c'est que dans ce contexte, on peut dire, assaini pour le patronat et pour le pouvoir patronal, il y aurait des commandes massives de l'État pour le réarmement, puisque Hitler le dit dès le 3 février 1933, l'armée allemande va passer de 100 000 à 5 millions d'hommes, voire plus. Ensuite, on a vite fait des calculs d'échelle en termes d'équipement, puisque par ailleurs, il s'agit de motoriser et de blinder l'armée allemande. Donc évidemment, ce sont tous les fondamentaux, l'industrie allemande, la chimie, le charbon, l'acier, la mécanique, qui vont tourner à plein. Et pour cela, l'Allemagne, qui n'a pas d'argent, va réarmer grâce à des jeux d'écriture très subtils et assez simples en réalité, inventés par le docteur Schardt, une espèce de financement à crédit par la Reichsbank, lequel crédit est gagé, figurez-vous, précisément sur deux choses. Un, la spoliation interne. Tous les ennemis du régime, la gauche d'abord, les juifs ensuite, vont être spoliés, et ça va financer le réarmement, puisque tout va être saisi par le Reich. Donc spoliation interne et prédation externe, puisque les nazis ne s'en cachent pas aux milieux patronaux comme aux officiers généraux de l'armée. Il y aura une guerre de conquête et de colonisation d'une très grande partie de l'Europe à l'Est, et cela va permettre de compenser, au sens de compenser numérairement, si vous voulez, de compenser les bons qui auront été, les bons à crédit qui auront payé l'industrie allemande et que le Reich est incapable de compenser dès 1933. Donc le pacte est vraiment très clair. Attendez la guerre et vous serez remboursés quand nous aurons conquis l'Europe. Yoann Chapoutot, merci beaucoup. L'argent mène le monde de 1933 et nous recevons tout de suite Luc Garcia pour notre écho de la culture. Luc Garcia, bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous allez nous parler d'un livre qui est en plein dans notre actualité, puisque vous allez nous parler de Joseph Mengele. Oui, récemment, le film La disparition de Joseph Mengele ainsi qu'une production théâtrale ont été présentés au public à partir du roman d'Olivier Guèze paru en 2017. C'est l'occasion de revenir sur ce livre, La disparition de Joseph Mengele au moment où les démocraties vacillent. Et alors, en quoi ce livre doit-il aujourd'hui attirer notre attention ? Eh bien, Olivier Guèze n'entre pas dans un récit de Mengele, médecin tortionnaire d'Auschwitz, avide d'expérimentations monstrueuses. C'est un fait. Il n'eut jamais à répondre de rien devant une juridiction. L'auteur se place à la suite, après 1945, dès lors que les troupes alliées mettent fin au régime nazi et traitent de la fuite de Mengele en Amérique latine jusqu'à sa mort en 1979. Selon le choix de l'auteur, il s'agit d'un roman de non-fiction, catégorie inventée par Truman Capote dans De sang-froid. La construction chronologique et descriptive, avec une lecture qui ne se donne ni au lyrisme ni à l'indignation facile, fait aussi penser à Stefan Zweig. À la manière de l'auteur autrichien, qui était, on le sait, un correspondant régulier de Freud, il s'agit d'extraire les lignes de force, durant des décennies, et sur tout un continent, de la disparition de Mengele. Sa disparition est équivoque, il y a à la fois le nazi qui disparaît, et aussi ceux qui n'ont jamais été pressés de le retrouver. Alors, quel parallèle peut-on faire avec
ce livre célèbre et cette thèse aussi célèbre d'Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem? Très mince, pour ne pas dire aucun. Mengele n'apparaît pas comme le criminel surpuissant que par commodité on associe à la figure du bourreau inégalé. Arendt en pointait déjà l'écueil logique avec Eichmann en posant que l'on ne peut croire à un mal inaccessible enfoui dans les profondeurs. L'auteur ici parle d'un personnage qui n'est pas confronté au droit, mais que le droit permet de laisser intact dans ses bassesses les plus viles et ses obsessions partagées par une large communauté dans l'Argentine des années 1950, où le régime péroniste nourrissait tranquillement ses sympathies nazies. Ce n'est pas la banalité du mal, mais la médiocrité abyssale de ceux qui l'exercent. Une sorte de vertige horizontal du mal. C'est la rencontre entre un type absolument mauvais et une époque dont il s'est saisi pour se loger. La puissance d'Olivier Guèze est de dire qu'il y a un arrangement des termes plutôt qu'un système ordonné dont Mengele serait la quintessence. En fait, Mengele n'est la quintessence de rien. Finalement, on retrouve là plutôt ce qu'un disait Lacan, lorsqu'il disait que les nazis qui entrent dans Paris ont pour credo, continuer à travailler, que le travail ne s'arrête pas. Oui, ce livre traite des arrangements politiques complaisants, de droite comme de gauche, qui ont fait de cet homme un agitateur de sa propre croyance. Le petit entrepreneur d'une jouissance mauvaise, celle d'un dogmatisme conformiste qui l'étalait à tous les étages de sa vie. Mengele transporte sa mallette d'échantillons biologiques comme monnaie d'échange. Il croira jusqu'au bout qu'il perce des secrets pour justifier une hiérarchie raciale. On songe aussi à la catégorie du salaud sartrien par son autosuffisance. Et forcément, on se demande qui est en attente d'un régime politique qui lui offrira de quoi étendre cet ordinaire du mal qui a pour véhicule l'antisémitisme. Luc Garcia, merci beaucoup pour votre chronique. On enchaîne tout de suite avec l'actualité de la psychanalyse et notre invitée Lilia Majoub. Lilia Majoub, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et vous venez aujourd'hui nous parler du sentiment antisémite, selon le mot de Lacan, à propos du Marchand de Venise. Oui, lorsque Lacan se réfère au Marchand de Venise de Shakespeare, dans son séminaire, et ce en mai 1963, c'est pour articuler avec la livre de Cher, justement, qui est en question dans ce Marchand de Venise, ce qu'il en est de l'être humain dès qu'il parle, à savoir que sa parole est impliquée dans son corps. En d'autres termes, de par l'engagement du sujet dans la dialectique signifiante, il y a toujours dans le corps quelque chose de séparé, de sacrifié, d'inerte, qui est la livre de Cher. Alors, quelle est donc cette pièce ? Alors, cette comédie écrite en 1596, publiée en 1600, a pour sous-titre « Avec l'extrême cruauté du juif Shylock envers le dit marchand, dans son dessein de couper exactement une livre de chair », et il y a un petit rajout, et l'obtention de Portia entre trois coffrets. Bon, cette partie-là ne nous concerne pas, c'est Freud qui s'en est occupé. Ce sous-titre installe d'emblée un malaise, car l'on se demande comment l'immense écrivain qu'est Shakespeare a pu écrire une pièce qui va à l'encontre de l'humanisme qu'on lui suppose. D'ailleurs, elle suscita de nombreuses controverses, et notamment sur ce qui motiva Shakespeare à l'écrire. Quel en est alors le contexte ? Nous sommes dans ce contexte où, après qu'ils furent expulsés en 1290 par Édouard Ier, les Juifs qui sont restés, certains se sont reconvertis, font l'objet de rétorsions, d'aversions, de discriminations et d'interdits, dont celui de ne pas pratiquer une profession. L'Église d'Angleterre leur accorda seulement le droit d'avoir des activités financières.
soit de prêter de l'argent avec intérêt, ce qu'elle interdisait aux chrétiens. Ce prêt à usure participa pour une grande part au sentiment anti-judaïque qui s'était installé depuis le Moyen-Âge. Alors, le dénommé Shylock, qui est-ce? Alors, Shylock, effectivement, c'est, on pourrait dire, le personnage principal de la pièce. Et en effet, dans ce que je viens de dire à propos de ce sentiment antisémitique, anti-judaïque, dans cette pièce, et qui est lié au prêt sous contrat que fait Shylock, l'usurier, au marchand de Venise, donc, qui s'appelle Antonio. Il est mentionné dans ce contrat que s'il y a dédit, c'est-à-dire que si le marchand ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai consenti, une livre de chair lui sera prélevée près du cœur. C'est précis. Shylock, qui apparaît ainsi comme quelqu'un de bien cruel, a de sérieuses raisons de se venger d'Antonio, qui sur le Rialto lui a craché dessus, l'a insulté, humilié, maltraité, chassé à coups de pied, et qui maintenant a l'audace de lui demander de l'argent. Shylock est cependant un être profondément humain, ainsi qu'il le clame dans un plaidoyer célèbre qui exonère son dessein. Voici comment ça commence. Enfin, c'est plutôt au milieu. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas des mains, des organes, un corps, des sens, des désirs, des émotions? Et puis il poursuit comme ça jusqu'à finir sur la vengeance. L'infamie que vous m'enseignez, je la mettrai à exécution et je me fais fort de surpasser mes maîtres. Donc finalement, tout ça est une question de corps. Mais oui, en effet, vous avez pu constater que le corps est très présent dans ce monologue, mais aussi dans toute la pièce, puisque ça tourne autour de la livre de chair. Pour revenir à la phrase de Lacan, c'est le prix de l'usage des signifiants dont est faite sa parole que le sujet paye par quelque chose qui se sépare du corps. Une part de vivant qui se perd de façon irrécupérable. Il faut bien sûr entendre cette perte non pas comme quelque chose de réel qui se séparerait du corps, mais comme quelque chose de symbolisé qui choisit de l'opération signifiante primordiale qui fait l'avènement du sujet. Lacan précise que c'est quelque chose de sacrifié. Ce n'est donc ni un don, ni une offrande, mais comme tel, ce qui est destiné à l'autre avec un grand A, à la capture de l'autre dans le réseau du désir. Peu avant, Lacan avait abordé la question, dans son séminaire même, de la loi de la circoncision relative au pacte de Yahvé avec Abraham. Ce morceau de chair qui est prélevé sur le corps, qui est sacrifié, présentifie une relation essentielle à la séparation. Cette loi de la circoncision, comme le formule Lacan, donne comme signe de l'alliance avec le désir de celui qui l'a élu, ce petit morceau de chair tranché. Ainsi, ce n'est pas du corps de l'autre, toujours avec un grand A, en l'occurrence, au départ, du corps de la mère, que l'enfant se sépare, mais de quelque chose de son propre corps, sous les espèces de ce que Lacan a appelé l'objet petit a. Une perte, donc, une castration primordiale, qui le lie désormais, ce sujet, à la loi du désir. Le corps de l'autre, avec un grand A toujours, lui est dès lors interdit, voire impossible à atteindre. Il n'en sera pas moins désirant, le sujet de ce corps, par l'intermédiaire de cet objet petit a, qui est irrécupérable et qui n'est autre donc qu'un manque. Nous ne sommes en effet objet de désir qu'en tant que corps, mais je dirais par petits bouts, et pas tout entier. Il y a donc une zone sacrée, comme le dit Lacan. Oui, eh bien justement, Lacan a recours au marchand de Venise car c'est un juif, Shylock, qui nous introduit à la zone sacrée,
où se produit la rencontre, je cite Lacan, avec la méchanceté divine, par quoi c'est toujours de notre chair que nous devons solder notre dette. Pour Lacan, c'est dans la Bible hébraïque que cette zone sacrée est non seulement le mieux articulée, mais s'avère vivante. Toujours portée dans la vie de ce peuple en tant qu'il subsiste de lui-même, dans la fonction que, à propos du A, dit Lacan, j'ai articulé d'un nom, celui du reste. Et alors, quel lien entretiennent ce reste, l'objet petit a, et le sentiment antisémite? Alors, justement, dans cette leçon du séminaire, Lacan indique que ce reste a un corrélatif qu'on appelle le sentiment antisémite. Sentiment, c'est un terme que Lacan utilise beaucoup tout au long de ses séminaires, de son enseignement, pour montrer les différentes déclinaisons qui vont de l'amour à la haine. C'est ce qui fait l'abord de l'être, n'est-ce pas, le sentiment, dont il est souvent question chez Shakespeare, l'être. Et cet être réductible donc à l'objet petit a, s'il s'aborde par l'amour, dans le meilleur des cas, dans le pire on sait que c'est par la haine, ne peut se saisir, cet être, et il se rate. Ce sentiment antisémite que l'on ne saurait confondre avec le sentiment anti-judaïque dont j'ai parlé avant et qui, lui, est relié à la religion, entre les juifs et les chrétiens. Eh bien, ce ne concerne pas Shakespeare. Ça ne vise pas Shakespeare dans Le Marchand de Venise, quand Lacan le formule, n'est-ce pas? Qui, lui, Le Marchand de Venise a été taxé d'anti-judaïsme, mais pas d'antisémitisme, n'est-ce pas? Et donc, le terme sentiment antisémite est contemporain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient après la Shoah, donc Lacan est contemporain de ce terme et l'utilise comme tel. Ce sentiment antisémite, donc Lacan en fait le corrélatif de cet objet petit a, de ce reste, que porte et occupe comme fonction le peuple juif. Ce petit a, c'est donc une perte, mais aussi quelque chose qui survit, n'est-ce pas? Et qui a pour fonction de causer le désir. Ainsi, face à Antonio, le marchand de Venise, qui lui ne sait pas ce qu'il est, ne sait pas ce qu'il a, ni ce qu'il désire, nous avons un Shylock qui ne jouit pas d'une méchanceté sans nom, comme on pourrait le dire, mais qui ne cède pas sur son désir. Même si, à la fin de la pièce, dans les rebondissements et les renversements qui se produisent, il ne peut obtenir cette livre de chair. Le contrat stipule en effet qu'il a droit à cette livre de chair, mais pas à 1 gramme de plus, ni non plus à un iota de sang versé. Sinon, il risquerait de tout perdre, tous ses biens, et peut-être sa vie. En fin de compte, Shylock est la véritable victime. Il perd tout, sauf la vie, en déchirant le dit contrat et en s'enfuyant. Merci beaucoup Lilia Majoub pour cette actualité de la psychanalyse. Nous sommes toujours avec vous, Yoann Chapoutot, en direct pour votre parution de l'ouvrage Les Irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir. Alors, dans toutes ces pages vraiment passionnantes, et que vous venez de nous dire est vraiment porté par la même force, la même inspiration, je me suis demandé quand même comment penser le rôle du PC allemand de l'époque, qui était un parti énorme et qui était évidemment aux ordres qui obéissait aux consignes de Staline et à sa fameuse consigne classe contre classe, et qui faisait du SPD, donc les socialistes, un ennemi aussi redoutable que le parti nazi. Avec le recul, ça laisse évidemment aussi perplexe. Oui, Est-ce que je peux vous demander ça, votre avis là-dessus?
Alors, il y a une division de la gauche qui est profonde et violente en Allemagne depuis 1919 et qui s'explique par le véritable fossé de sang qui sépare le SPD du KPD depuis 1919, puisque c'est dès janvier 1919 que le SPD au pouvoir a, en alliance avec l'armée, les corps francs et la police, fait réprimer les insurrections communistes. Donc vous avez 150 morts lors de la semaine sanglante de janvier 1919, vous avez 1200 morts en mars 1919, et vous avez ensuite, 10 ans plus tard, l'interdiction de la manifestation du 1er mai 1929, sans motif valable de la part du pouvoir SPD, au niveau du Reich, comme en Prusse, comme à la préfecture de police de Berlin. Et là, c'est 33 morts qui sont abattus à l'arme lourde quand même. Donc effectivement, quand le Parti communiste allemand parle de social-fascisme, il y a quelques raisons, et d'autant plus que le gouvernement, le SPD, à partir de 1930, est en soutien de la politique d'austérité, de destruction de l'État-providence, de l'État social de Brüning. Donc, au fond, le SPD est venu justifier ou légitimer toutes les attaques dont il faisait, c'est vrai, l'objet depuis 1928, c'est-à-dire depuis que l'internationale communiste avait décidé la ligne classe contre classe, la ligne dite d'ultra-gauche, classe contre classe, refus d'alliance avec les partis bourgeois, dont le SPD, mais force est de constater que dans la pratique politique et dans la réalité historique, le SPD s'est rendu coupable de crimes vis-à-vis des communistes, ça c'est certain, mais également d'une complaisance ébouriffante à l'égard de la droite au pouvoir, à l'égard de la politique austéritaire de Brüning. Ce nonobstant, et malgré les noms d'oiseaux qui ont été échangés de part et d'autre, le KPD, le Parti communiste allemand, a fait une offre de service dès la fin avril 1932, à la suite des élections présidentielles où le SPD n'avait même pas présenté de candidat. Il avait décidé de soutenir Hindenburg, le candidat de droite, dès le premier tour. Et bien après ces élections-là, et puis après les élections législatives de Prusse, où les nazis avaient atteint un score effrayant de 36% des voix en Prusse, le KPD a fait des offres de service, des offres d'alliance, à la base comme au sommet, que le SPD a rejeté. Et a rejeté de manière répétée, puisque ce qui est effarant, c'est de constater qu'aux élections du 6 novembre 1932, qui sont les dernières élections libres au niveau du Reich, c'est le bloc marxiste qui est en tête, avec 20% pour le SPD en léger recul et 17% pour le KPD, le Parti communiste, qui est lui en progression continue. Donc si on avait été dans une configuration de démocratie parlementaire, une gauche unie aurait dû être appelée au gouvernement. Sauf que la gauche n'est pas unie à ce moment-là, puisque le SPD refuse toujours l'alliance, et par ailleurs, on n'est pas dans une configuration parlementaire, puisque depuis mars 1930, donc depuis plus de 2 ans, le pouvoir a été confisqué par l'exécutif sur le fondement de l'article 48 alinéa 2 de la Constitution, c'est-à-dire sur le fondement de l'état d'urgence permanent qui court-circuite le Reichstag. Ce qui fait que la question, au fond, qui est légitime d'un point de vue, on va dire, philosophique et historique, reste un peu oiseuse dans la pratique de la démocratie de Weimar à l'époque, puisque, encore une fois, il n'y a plus de fonctionnement normal de la démocratie parlementaire. Donc, quand bien même le SPD, le KPD auraient été follement unis, ils n'auraient jamais été appelés au pouvoir, alors qu'ils étaient majoritaires en voix et en siège aux élections du 6 novembre 1932, jamais appelés au pouvoir, jamais appelés à la chancellerie par un président du Reich qui considérait que le danger civilisationnel ultime était la gauche au pouvoir. Alors je me demandais, en lisant votre ouvrage, donc on voit bien comment l'Union des droites tente d'éviter la gauche, comme vous dites, finalement sur fond d'une critique de la République de Weimar, de la culture bolchevique, je vous cite. Je me demandais, est-ce que plus largement cette critique de la gauche ne porte pas sur la philosophie des Lumières elle-même et sur la science ? Parfaitement. Et là, de ce point de vue-là, on voit évidemment les rapprochements ou les échos qui peuvent être faits avec aujourd'hui, dans la mesure où l'ennemi principal pour les nazis, et je l'avais longuement étudié dans des travaux précédents, notamment dans la loi du sang, qui était mon travail sur la normativité nazie, l'ennemi principal, c'est la Révolution française. La Révolution française et le cycle révolutionnaire qu'elle a inauguré.
parce qu'après 1789, vous avez 1830, 1848, 1871 avec la Commune de Paris, et 1917 bien entendu. Les nazis ne cessent de dire que les valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, n'ont aucun sens. Il n'y a pas de liberté parce qu'on est dans le cadre d'un déterminisme biologique incoercible. Il n'y a pas d'égalité parce que l'inégalité des races et l'inégalité sociale darwinienne au sein même d'une race prouve que ça n'existe pas. Il n'y a pas de fraternité non plus, puisqu'il n'y a pas de famille humaine, il n'y a pas de frères humains, puisque les différentes races sont comme des espèces zoologiques, animales, étrangères, les unes aux autres. Joseph Goebbels, lors son discours du 1er avril 1933, il est alors nouveau ministre de la propagande et des Lumières, Goebbels dit ceci dans son discours: nous avons effacé 1789 de l'histoire. Voilà. Nous avons effacé 1789 de l'histoire, toute la conception du sujet, la représentation du temps, évidemment la conception du droit issu de la Révolution française, et quelque chose qui est répudié violemment par les nazis, et les phénomènes contemporains comme la social-démocratie, comme le communisme, comme l'internationalisme du droit, comme le pacifisme, sont des avatars ou des excrétions de cette matrice révolutionnaire française qu'il faut éradiquer. Oui, donc dans le fond, vous allez dans le sens un peu de Lacan, qui faisait des nazis des précurseurs des précurseurs réagissant contre le discours de la science et ses effets sociaux. Alors, contre la rationalité universelle, c'est certain. Les nazis, en niant qu'il y ait universalité du genre humain, nient l'universalité de la raison. Cela dit, leur prétention à la scientificité est permanente. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de conspuer les lumières, la raison universelle et les normes universelle du droit. Ils estiment que leur répudiation de l'universalité est fondée sur la science alors essentiellement biologique, avec ses déclinaisons éthologiques, zoologiques, génétiques, qui montrent de manière apodictique à leurs yeux qu'il n'y a pas d'universalité, qu'il n'y a que des particularismes qui s'excluent les uns les autres, que par ailleurs la vie est un jeu à somme nulle, avec un gain pour certains qui est une perte pour d'autres, un surcroît de vie pour certains qui est un surcroît de mort et d'extermination pour d'autres, et que dès lors leur discours, leur épistémé, leur vision du monde, leur Weltanschauung, leur vision du monde est strictement scientifique, ce qui leur permet d'ailleurs de clore au fond, la séquence ouverte par la Révolution française. La Révolution française avait inauguré le colloque des raisons et l'optimum rationnel par la discussion et le vote. Tout ça, c'est terminé. Le temps du débat est terminé pour les nazis. Il n'y a pas à débattre, il y a à combattre. Il y a un combat pour la vie, une lutte pour la vie, pour les individus comme pour les races. Et cette lutte pour la vie, elle est dictée par la science. Laquelle science est la science du déterminisme biologique, de la lutte des races. Et Hitler a dit à plusieurs reprises que le nazisme, c'était pas de la politique, c'était, disait-il, de l'anthropologie raciale appliquée, de la biologie appliquée, de la raciologie appliquée. Et dès lors, quand vous dites cela, vous conférez à votre propre énoncé, évidemment, un caractère de nécessité qui est incontestable. Voilà. Eh bien, écoutez, nous aurions bien envie de continuer cette émission, mais elle touche à sa fin sur cette belle définition du scientisme. Et donc, nous vous remercions beaucoup et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs samedi prochain à la même heure. Au revoir. Au revoir, merci.